Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Un peu plus de 3 mois après les actes terroristes de janvier, un attentat a été évité très probablement ce dimanche. Un Algérien de 24 ans qui devait s'en prendre à une ou deux églises à Villejuif a été repéré et arrêté à cause d'une grave blessure à la jambe. Les armes, l'argent, les documents évoquant Al-Qaïda et État islamique découverts sur place confirment que l'individu préparait son attaque. Le suspect était fiché pour ses velléités de départ en Syrie. Tous les éléments dans ce journal. Et beaucoup de questions restent en suspens ce soir. Comment l'homme connu des services de police a-t-il amassé un véritable arsenal de guerre? Qui était son ou ses donneurs d'ordre en Syrie? Que s'est-il précisément passé avec Aurélie Chatelain, la jeune femme victime du terrorisme selon le procureur Molins? On évoquera tous ces aspects avec de nombreux invités en notre compagnie tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, l'État se mobilise pour Serge Atlaoui. François Hollande a lancé un appel à l'Indonésie pour que le Français ne soit pas exécuté. La Cour suprême de ce pays avait rejeté hier son ultime recours. L'homme s'est toujours défendu d'être un trafiquant de drogue. Les détails et les réactions à suivre. Enfin, il est de loin le préféré des Français, placé tout en haut du palmarès des chefs d'État, les plus sympathiques devant François Mitterrand et Charles de Gaulle. Jacques Chirac reste 20 ans après son arrivée à l'Élysée, numéro 1 dans les cœurs selon un sondage IFOP. L'ancien président est à la une de l'hebdomadaire Paris Match avec ce titre « Les Français l'aiment ». Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. L'attentat aurait donc été évité ce dimanche. Le suspect, Sid Ahmed Glam, un ressortissant algérien de 24 ans, projeté de s'attaquer à une ou deux églises à Villejuif. C'est sa blessure à la jambe qui a éveillé les soupçons et entraîné son arrestation. L'homme, fiché par la police, est impliqué dans le meurtre d'Aurélie Chatelain, dont le corps avait été retrouvé dans son véhicule. Sur tous ces éléments, on écoute ce soir le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Il y a eu un signalement de Glam à la Direction générale de la sécurité intérieure au printemps 2014. Qu'est-ce qu'a fait la Direction générale de la sécurité intérieure? Elle l'a convoqué, contrairement à ce que j'ai entendu d'ailleurs dans le reportage tout à l'heure. Il a été entendu et il y a eu des données de connexion concernant sa téléphonie qui ont été récupérées. Donc la DGSI a fait ce qu'elle doit faire dans ces circonstances. Elle a été placée sur écoute, quoi. Ces données de connexion ont été récupérées. Elles n'ont rien révélé. Nous avons procédé à toutes les vérifications qui devaient être faites. Et à partir du moment où ces vérifications ne révèlent pas de connexion avec des milieux terroristes, nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, nous luttons contre le terrorisme en respectant les principes de droit, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là au cours des dernières semaines. Et beaucoup de questions restent en suspens ce soir. L'arsenal amassé par l'individu, le donneur d'ordre, avec lequel il était en contact depuis la Syrie, le fait qu'il soit déjà fiché. On va aborder toutes ces questions avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, le rappel des faits sur cet attentat évité avec Julie Hulin. Les autorités françaises affirment avoir évité un attentat imminent. Un attentat déjoué presque par hasard. Dimanche matin, un étudiant en électronique de 24 ans est pris en charge par le SAMU, blessé par une balle à une jambe. Sur place, la police remonte les traces de sang et arrive à son véhicule puis à son domicile. Ils y découvrent un véritable arsenal, des téléphones, gilets pare-balles et documents attestant d'un lien avec un individu en Syrie et d'un projet immédiat d'attentat dans une ou deux églises. L'individu avait été signalé au service de police comme ayant des velléités de départ en Syrie. Des vérifications sur l'environnement de cet étudiant en informatique de 24 ans avaient été effectuées à 2 reprises, en 2014 et 2015, sans révéler d'éléments susceptibles de justifier l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'homme, prénommé Sid Ahmed Glam, est également soupçonné du meurtre d'une jeune femme retrouvée tuée par balle dimanche matin dans sa voiture à Villejuif. Ce soir, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ont tenu à se rendre sur place pour notamment rassurer la communauté chrétienne. Vouloir s'en prendre à une église, c'est s'en prendre à un symbole de la France. C'est l'essence même de la France qu'on a sans doute voulu viser, comme les synagogues, les mosquées, les cimetières. Comme Charlie Hebdo, ce sont des symboles de liberté et de diversité de notre pays qui ont été ciblés. Les terroristes ont voulu, une fois sans doute encore, frapper au cœur pour diviser et pour détruire. La réponse,
c'est le rassemblement, c'est l'unité. Depuis les événements de Charlie Hebdo, 6 attentats auraient déjà été déjoués en France. Ce soir, l'enquête se poursuit face à un suspect enfermé dans le mutisme. À son domicile ont également été retrouvés des documents en langue arabe évoquant les organisations terroristes Al-Qaïda et État islamique. Des membres de son entourage et de sa famille ont été mis en garde à vue avec l'objectif de détecter d'éventuelles complicités. Et François Hollande a évoqué aujourd'hui l'existence de cette menace terroriste désormais permanente. Le président a aussi réaffirmé le maintien du dispositif Vigipirate. On l'écoute. Nous sommes toujours sous la menace terroriste. Quand je dis nous, ce n'est pas simplement la France, de nombreux pays. Et nous devons donc continuer à être vigilants. Et c'est la raison pour laquelle j'avais maintenu le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé depuis le début des attentats du mois de janvier. Ça mobilise de nombreuses forces, policiers, gendarmes, militaires. Et nous continuerons à mettre ce dispositif en place, et j'allais dire même en mouvement, autant qu'il sera nécessaire. Et dans le reste de l'actualité, c'est un texte, je cite, de progrès social pour François Rebsamen. Le ministre du Travail s'est attaqué au chantier sensible du dialogue social. Il va tenter de simplifier les règles dans les entreprises avec pour but, dit-il, l'emploi et toujours l'emploi. Mais tous les syndicats ne l'entendent pas de cette oreille. Les détails avec Flora Sauvage. Après l'échec des négociations entre syndicats et patronat en janvier, François Rebsamen a présenté son projet de loi sur le dialogue social ce matin. Le ministre du Travail vante une loi de progrès social. Première mesure, le texte prévoit que les salariés des très petites entreprises seront représentés par des organisations syndicales. Le projet de loi instaure des commissions paritaires régionales qui assureront la représentation de tous les salariés des très petites entreprises. Autre nouveauté pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, l'employeur pourra décider de mettre en place une délégation unique du personnel. Délégation qui regroupera les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Mais le projet de loi est loin de faire l'unanimité. C'est une manière d'affaiblir le CHSCT. On ne peut pas exiger d'un salarié qu'il soit à top niveau sur les délégués du personnel, sur le comité d'entreprise et le CHSCT. Alors il faut savoir que le CHSCT, c'est un peu la bête noire des employeurs, parce que c'est lui qui traite de la santé au travail, c'est lui qui traite des conditions de travail. Le texte prévoit également un compte personnel d'activité qui inclut la pénibilité et la formation. Pour le patronat, certaines mesures annoncées sont intéressantes. Il y a des choses intéressantes, on ne peut pas le nier, avec cette délégation unique du personnel. Par contre, il y a une chose contre laquelle, évidemment, la CGPME est vent debout, c'est une représentation syndicale à travers des commissions paritaires régionales dans les entreprises de moins de 11 salariés. Enfin, une prime d'activité va être créée pour les jeunes, un dispositif de soutien pour les travailleurs pauvres qui remplacera RSA Activité et Prime pour l'emploi à compter du 1er janvier 2016. Finalement, après une valse hésitation, cette aide devrait être élargie à certains étudiants et apprentis. C'était l'image de la soirée hier. Marine Le Pen dans le gratin new-yorkais. La présidente du FN était invitée au dîner de gala organisé par le magazine Time pour les 100 personnalités désignées comme les plus influentes du monde. L'occasion pour nous de nous arrêter ce soir sur l'image de Marine Le Pen à l'extérieur. Comment est-elle perçue par les autres pays? L'enquête de Mounir Soussi. Tenue de gala et tapis rouge pour Marine Le Pen, seule responsable politique française désignée dans les 100 personnalités de l'année par le Time. La présidente du Front National, parti qui se veut anti-système, n'est pas insensible à la distinction de cette institution. Ce n'est pas une question de fierté, c'est la reconnaissance, je pense, d'un mouvement politique important qui monte. C'est la reconnaissance d'une dynamique. Et en cela, évidemment, qu'elle soit reconnue, y compris aux États-Unis, est important pour les Français. Figurer dans ce classement n'est pas une récompense, le magazine se base uniquement sur l'impact politique des dirigeants nommés. Le Time constate l'installation du Front National dans le paysage politique. Vue de l'étranger, Marine Le Pen est aujourd'hui perçue comme une femme politique de premier plan, dont la voix porte dans l'électorat en France. Parallèlement, elle commence à sculpter sa stature internationale. Reçue en Russie en 2013, elle n'hésitait pas à saluer l'action de Vladimir Poutine, un point de vue peu partagé en Europe. La démarche qu'il a de mettre en œuvre un pays libre et indépendant, on peut trouver très largement des points d'accord.
La normalisation du Front National n'est pas encore aboutie. Après les élections européennes, des partis d'extrême droite ont refusé de s'allier au FN pour constituer un groupe au Parlement. Le passé sulfureux du parti n'est toujours pas effacé. La suite du 22h dans un instant. Nous revenons sur cet attentat évité, avorté dimanche à Paris. Beaucoup de questions restent en suspens. On va en parler avec de nombreux invités. Mais d'abord, le rappel des principales informations en France et dans le monde. C'est le tour de l'info d'Agathe Pécastin. La France, une nouvelle fois en première ligne diplomatique avec l'Ukraine. Le président ukrainien Petro Porochenko a été reçu par François Hollande. Alors que le conflit ukrainien s'enlise, et ce malgré les accords de cessez-le-feu, l'Ukraine se tourne vers l'Europe. Après l'Elysée, direction le Sénat. En Ukraine, beaucoup de gens sont descendus dans la rue et se sont battus pour avoir le droit de vivre dans l'Union européenne. Je pense que c'est une opportunité unique de garder l'Europe unie. Kiev espère l'intervention de casques bleus pour rétablir définitivement la paix dans l'est du pays. Le gouvernement français en appelle à la clémence indonésienne. Les heures de Serge Atlaoui sont désormais comptées. Ce Français de 51 ans a été condamné à la peine de mort en Indonésie. Incarcéré depuis 10 ans, les autorités indonésiennes l'accusent de trafic de drogue. Cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a convoqué en urgence l'ambassadeur d'Indonésie. La réforme territoriale est en phase opérationnelle. Manuel Valls a désigné 7 préfets. Ces médiateurs doivent proposer un plan concret pour accompagner les territoires à cette petite révolution. La nouvelle carte des 13 régions entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est le président préféré des Français. Jacques Chirac est en tête du dernier sondage IFOP. Devant François Mitterrand ou encore Charles de Gaulle, il reste le chef d'État le plus sympathique de la Ve République. Les Éthiopiens clament leur colère contre l'État islamique. Ils étaient des dizaines de milliers rassemblés sur la place principale de la capitale d'Éthiopie. Tous ont encore en tête les images d'horreur des exécutions des 28 chrétiens en Libye. Sur les pancartes est écrit « L'État islamique n'est pas l'islam ». Un peu plus de 3 mois après les actes terroristes de janvier, un attentat a été évité ce dimanche à Paris. Un Algérien de 24 ans qui devait s'en prendre à une ou 2 églises a été repéré et puis arrêté à cause d'une grave blessure à la jambe. Alors de nombreuses questions restent en suspens ce soir. Nous allons les aborder ensemble. D'abord, les contacts et les filières djihadistes. On sait que l'individu est en relation avec un ou plusieurs donneurs d'ordre en Syrie. Il y a aussi l'arsenal amassé, des kalachnikovs, des revolvers, l'argent également en sa possession. Et puis pourquoi cet homme fiché comme Mohamed Merah ou encore Koulibaly n'a-t-il pas fait l'objet d'une surveillance plus poussée, plus rapprochée? L'élément majeur, c'est aussi et surtout le renseignement, le suivi, les écoutes. Alors que le projet de loi sur le renseignement continue de diviser, quel équilibre entre l'attente forte de sécurité et l'élément majeur de respect de nos libertés? Et on va aborder tous ces aspects avec nos invités ce soir. Pierre Conessa, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, enseignant, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, La fabrication de l'ennemi ou Comment tuer avec sa conscience pour soi, aux éditions Robert Laffont. Nous accompagne également Denis Beauchard, bienvenue à vous. Oui, bonsoir. Membre de l'Institut français des relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient, ancien ambassadeur. Christophe Rouget, bonsoir, et bienvenue. Vous êtes commandant de police, chargé de la communication du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Merci de nous accompagner. Et nous accompagne également ce soir le journaliste Pierre Aski. Bienvenue Pierre, cofondateur du site d'information Rue 89, bien sûr. Alors messieurs, on va d'abord rappeler qu'il y a une victime de cet attentat évité. C'est la jeune femme Aurélie Châtelain qui était probablement, malheureusement, au mauvais endroit, au mauvais moment et qui a peut-être permis d'ailleurs d'éviter un engrenage terroriste. Il y a cet élément important. Mais au-delà, Pierre Conessa, c'est assez rare, précisons-le, qu'on parle autant en détail d'un attentat qui a été évité, avorté, empêché. Pourquoi? Alors qu'on imagine qu'il y a d'autres attentats qui probablement le sont également. C'est difficile de répondre à votre question et en même temps, on peut se demander quelle est sa légitimité. C'est-à-dire qu'effectivement, un attentat évité, doit-on parler d'un attentat qu'on a évité? J'ai été frappé personnellement au moment des attentats de janvier par l'espèce d'émulsion médiatique qui s'est passée évidemment pendant 48 heures, qui a fait que la France entière avait les yeux fixés sur ces 3 assassins.
Et il se trouvait que j'étais en contact avec une aumônière de prison, une aumônière musulmane, qui me disait que les gens qui avaient mis en continu, donc les chaînes d'infos en continu, dans la salle de réunion de la prison étaient en fusion, c'est-à-dire qu'ils avaient leur trajectoire tracée pour leur sortie de prison. Et donc, il y a un rapport entre l'attentat terroriste ou la volonté de médiatiser l'attentat terroriste, et donc, en cas d'échec, faut-il en parler ou pas? C'est une question que je me pose. J'avoue que je suis personnellement pour la retenue sur le sujet. La retenue, néanmoins, Denis Bauchard, il y a des éléments troublants, ou en tous les cas importants dont on va parler, et qui montrent qu'il y a une menace permanente. Est-ce que vous partagez l'avis, l'analyse de Pierre Conessa sur ce sujet? Oui, je pense qu'effectivement, il y a sans doute, fort heureusement, plus d'attentats évités qu'il n'y en a réellement. Mais toute médiatisation extrême, effectivement, peut provoquer une certaine incitation, hein. Surtout à un moment où, manifestement, la France est dans la cible des divers mouvements djihadistes, qu'il s'agisse de Daesh, qu'il s'agisse de l'AQMI, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda. Et je pense que la menace reste sérieuse actuellement. Pierre, ce qui est compliqué, parce qu'on va parler tout à l'heure du renseignement, c'est toujours l'équilibre à avoir. Pour le renseignement, c'est l'équilibre entre la sécurité, évidemment nécessaire, et les libertés publiques fondamentales. Et là aussi, l'équilibre entre en parler, ne pas également affoler, puisqu'on l'a répété et dit, l'attentat a été évité. C'est toujours ce mélange qui est très compliqué. Oui, je pense qu'on est les médias et le gouvernement, puisque là, quand même, le gouvernement a mis en scène son intervention, le succès de la police, même s'il est dû au hasard. Et il y a quand même une victime dans cette affaire, qui est la première victime depuis janvier. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font de cette affaire quelque chose d'atypique et hors du commun. Mais en tout cas, on a tous du mal, que ce soit les journalistes ou les pouvoirs publics, à trouver le bon équilibre. Et puis, il y a, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que il y a la discussion du projet de loi et que la médiatisation de la menace permet de faire passer un projet de loi plus facilement, alors qu'on sait très bien qu'il est contesté dans la société civile. Il y a cet aspect, et Christophe Roger, il y a l'autre aspect. On dit beaucoup que cet attentat a été évité par hasard. Est-ce qu'il y a vraiment un hasard dans ces affaires? Et par ailleurs, François Hollande l'a rappelé, il y a ce plan Vigipirate renforcé toujours. Est-ce que c'est l'occasion peut-être pour vous d'emblée de rendre hommage à vos collègues, aux policiers, aux militaires qui sont mobilisés sur le terrain des heures et des heures depuis le mois de janvier et au-delà? Il y a parfois des bons enchaînements. Et là, ce qui s'est passé dimanche, c'est un bon enchaînement parce que vous avez des policiers de terrain qui faisaient une patrouille. Les mêmes qui sont morts au mois de janvier, qui se sont retrouvés face aux frères Kouachi, qui là ont pris les bonnes décisions et ont suivi les traces de sang, sont allés jusqu'au véhicule et ont permis d'interpeller ensuite l'individu et de découvrir ses armes. Donc voilà, c'est ce travail de proximité des policiers qui a fait toute son efficacité dans cette affaire et qui a permis que cet individu soit actuellement en garde à vue et soit entendu par les services de la police judiciaire et les services de renseignement. Donc ce n'est pas tout à fait un hasard, il y a des circonstances qui ont permis que ça se passe bien, tant mieux. Parfois elles sont en notre faveur, parfois en notre défaveur. Tout policier le sait. Il y a un autre élément, je vais vous faire réagir avant de parler du renseignement et également de Daesh. Ce qui est différent, Pierre Conessa, aujourd'hui par rapport au dénouement des attentats de Mera, Coulibaly, Kouachi, c'est que l'individu qui n'a pas mené au bout, et heureusement, son acte terroriste, il est arrêté. Il est interrogé à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu ce soir, il est blessé, mais pour le moment, le procureur a précisé qu'il restait muet, mutique, il y a d'autres gardes à vue, mais là, il y a quelqu'un qui peut potentiellement parler. On n'avait pas ça dans les autres cas. Ils étaient morts. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on peut supposer qu'à un moment ou à un autre, il passera quelques informations importantes. Mais vous savez, c'est tout l'environnement que la police va essayer d'identifier. C'est-à-dire comment est-ce que s'est constitué cet arsenal, d'où arrivait l'argent, d'où venait l'instruction. Elle semble venir de Syrie. Mais en même temps, cet individu a fait un passage en Algérie, où il est retourné. L'Algérie n'est pas un pays de une grande sécurité, même encore aujourd'hui. Donc, il y a toute une reconstitution d'un passé qui va fournir au moins autant d'informations que ce que pourra dire personnellement. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette... J'ai remarqué qu'on insiste moins sur son passage en Algérie. On dit beaucoup qu'il avait les velléités de départ en Syrie. Est-ce qu'on devrait aussi axer un peu plus sur ce passage éventuellement? Oui, moi je pense, oui, incontestablement, bien sûr. Pierre Aski. Ce qui est intéressant, et je pense que pour les enquêteurs c'est important, c'est aussi les différences qu'il y a entre chaque dossier, chaque cas. On a fait toute une théorie en janvier qui était justifiée dans le cas des personnages de janvier sur le passage en prison, sur le fait qu'il s'était radicalisé en prison. Là, on a quelqu'un qui n'est pas passé par la case prison et qui donc a un autre parcours et il faudra savoir comment lui s'est radicalisé, comment il est entré en contact avec les gens avec lesquels visiblement il y avait
il y avait une organisation, une chaîne de commandement, puisque on dit, si toutes les informations sont exactes, qu'il y avait une instruction qui était venue de l'extérieur, visiblement de Syrie. Donc il y a un mode opératoire qui, dans ce cas-là, est différent de celui qu'on a connu aussi bien en janvier, aussi bien avec l'affaire de Charlie et de l'hypercacher, ou de l'affaire Mera. Voilà. Enfin, donc on a à chaque fois des variantes qui rendent évidemment le travail de la prévention plus compliqué. Il y a, c'est vrai, ces parcours de radicalisation qui sont différents. Denis Bauchard et Pierre Asquet a souligné le donneur d'ordre. Ça, c'est particulier. Il était quasiment, j'allais dire, en ligne. Oui, il était en ligne avec lui et probablement une demande de cibler, on le sait, alors des églises, donc les chrétiens. Ça, c'est la revendication, j'allais dire, de plus en plus précise et ciblée de Daesh en ce moment. Elle est de plus en plus précise et ciblée, effectivement, de la part de Daesh en particulier. Il y a eu l'affaire des 21 Coptes, des gens en Libye. Il y a eu donc le cas des Éthiopiens. Mais d'une façon plus générale, un des derniers numéros de Dabi, qui est le magazine de Daesh, montrait la place Saint-Pierre avec l'obélisque et sur l'obélisque le drapeau de Daesh. Donc il y a la volonté de viser le christianisme même à travers le Vatican et donc à travers aussi les chrétiens qui peuvent exister et qui sont nombreux encore. Et d'installer ce qu'ils emploient eux, c'est leur dialectique, la guerre de civilisation. Tout à fait. C'est leur objectif. Absolument, je crois qu'il y a de la part en particulier de Daesh la volonté, je dirais, de créer un djihad offensif contre effectivement les mécréants, contre les apostats, et qui vise aussi bien les yazidis que effectivement les chrétiens. Oui, on voit bien que tous les protagonistes de ces affaires connaissent bien la société française, ils en sont issus, ils y ont grandi, et ils connaissent les fragilités, les failles, et la possibilité de monter une communauté contre une autre, de créer un climat de tension. Et il est clair que chaque événement l'un après l'autre, l'un a visé les Juifs, aujourd'hui c'est les chrétiens, il y a Charlie. On a des lignes qui sont assez cohérentes pour créer ce climat de tension dans la société. Oui, ils connaissent bien le fonctionnement des sociétés européennes de manière générale. Christophe Rouget, il y a aussi cette question qui vient tout de suite et qui revient sans cesse. Alors, il y a des failles, justement, c'est la question qui a été posée ce soir au ministre Bernard Cazeneuve, mais quand on entend tout ce que disent nos invités sur la complexité de ces parcours de radicalisation différents, sur ces donneurs d'ordre, des choses qui sont très différentes, on comprend aussi, on peut reconnaître que le travail sur le terrain est très compliqué. C'est toute la difficulté. On voit bien depuis l'affaire Mera, toute l'évolution des cibles, qui sont des cibles pour semer la zizanie dans la société française, en visant des militaires, des écoles juives, demain des églises. Mais on a affaire à un terrorisme que j'appelle low cost. C'est-à-dire qu'on a maintenant des jeunes qui ont justement des profils poliformes, ce qui est compliqué pour la détection, puisque l'important c'est la détection du renseignement. On a des profils qui sont en tout cas toujours identiques. C'est des individus qui peuvent facilement récupérer des armes, qui sont des armes qui commettent beaucoup de dégâts, mais on n'a pas besoin d'avoir de réseau, on n'a pas besoin d'avoir des bombes comme dans les années 60-70, où il fallait un réseau, il fallait des explosifs, il fallait des techniciens. Là, c'est un individu tout seul qui peut, par son univers quotidien, s'auto-radicaliser ou se radicaliser avec son réseau de relations et passer du jour au lendemain à l'acte. C'est toute la difficulté, la finesse. Alors, parler de failles, c'est toujours la question. Au lendemain des attentats, immédiate. C'est toujours la même question. Et vous savez que les policiers qui travaillent dans les services de renseignement sont fatigués parce qu'ils donnent toute cette énergie et à chaque fois, on remet en cause ce travail-là. Sauf qu'on est dans un cadre préventif. C'est ça le renseignement. Donc, c'est la différence avec le monde judiciaire où on intervient, la plupart des policiers, lorsque le délit est commis pour interpeller les auteurs. Là, il faut intervenir en amont. C'est comme lorsqu'on veut braquer une banque. Une fois qu'il y a des braqueurs qui ont commis leur délit, on fait une enquête pour essayer de les identifier. Intervenir avant, c'est beaucoup plus compliqué. Dans le monde du renseignement, ça l'est encore plus. Ouais, toute la complexité, on va en parler. Pierre connaît ça. Christophe Rouget disait oui, du jour au lendemain, est-ce qu'il peut obtenir du jour au lendemain? Là, on a retrouvé un arsenal amassé chez lui, des kalachnikovs, de l'argent retrouvé, 2 000 € en liquide. Mais si on compte aussi le prix des kalachnikovs et des revolvers, c'est tout un circuit de l'argent du terrorisme qui émerge. Je crois qu'il y a plusieurs choses dans le débat qui a commencé. D'abord, la variété des profils.
On l'a ici, effectivement, avec un étudiant qui semblait effectivement être un type plutôt bien intégré. On l'a eu avec la désespérance sociale avec les frères Kouachi ou avec Mera. On a le problème des convertis qui partent aussi en Syrie, c'est-à-dire que si on se comporte comme l'a tendance à le faire aujourd'hui le gouvernement en considérant que ce sont des problèmes psychotiques, si vous voulez, qui les font partir en Syrie, on passe à côté du problème de fond qui est le problème politique. Et je dois dire que malheureusement, comme notre police est efficace, ça a autorisé les autorités politiques à ne pas se poser la question de fond de la contre-radicalisation avant. Et il a fallu les attentats de janvier. Moi, je sais parce que j'ai rendu un rapport en décembre, si vous voulez, qui n'a intéressé personne. Et malheureusement, c'est l'actualité qui lui a donné tout à coup son écho. Or, le problème politique, c'est un problème de fond. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on est passé d'une idéologie tiers-mondiste qui faisait qu'il y a 10 ans on allait vers Action Directe et aujourd'hui on va vers le djihad en Syrie. On ne peut pas se sortir de la question en disant il y a les bons et les mauvais musulmans, comme le font certains, et on ne peut pas dire non plus c'est tous les musulmans qui sont responsables. Donc il y a un problème d'analyse politique de fond pour arriver à couvrir la totalité des cas qui sont aussi différents que ce profil-là ou que le jeune converti qui va se radicaliser. Deuxième remarque, moi je n'hésite pas à dire que si certaines des entrepreneurs politiques musulmans arrêtaient d'utiliser le thème de l'islamophobie, ce serait quand même pas mal dans la société française. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas une mosquée qui est attaquée par un type avec une kalachnikov. Donc il faudrait arrêter de victimiser la population musulmane française en expliquant qu'elle est opprimée et que la France est islamophobe. On ouvre 1 à 2 lieux de culte par semaine en France. De 1 à 2 lieux de culte musulmans en France. Vous dites que par peur de stigmatiser la population musulmane, on s'interdit de dire les choses ? Absolument, oui, absolument. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faut désigner la cible de la politique, c'est-à-dire le salafisme, qui est la matrice idéologique dont sont sortis tous les gens qui sont aujourd'hui partis. Or, on fait une espèce de discours complètement abscon en expliquant l'islam radical, le djihadisme, etc. Non, il y a un problème idéologique qui a été l'influence de l'Arabie Saoudite depuis une trentaine d'années, qui a donné naissance à cette idéologie qu'on a retrouvée en Algérie pendant les années noires, qu'on a vu apparaître chez les talibans en Afghanistan et qu'on a vu malheureusement apparaître dans nos mosquées déjà depuis un certain nombre d'années. Donc il y a un problème politique qui n'a jamais été abordé. C'est très intéressant parce que aborder ce problème politique, c'est remettre en cause beaucoup de choses également. Hein. C'est-à-dire voir, la situation géopolitique de manière très différente. Pierre Aski, est-ce que... Je ne partage pas complètement cette analyse parce que je pense qu'il faut remonter même plus loin. Je pense qu'il y a un moment où l'identité française s'est diluée dans des identités qui se sont construites côte à côte et parfois l'une contre l'autre, et que les agitateurs se sont greffés là-dessus et ont utilisé ce ferment-là. Mais c'est un problème qui est beaucoup plus profond, à mon avis, et qui dépasse de loin la question du terrorisme, qui est la question de la construction de la société française, mais depuis plus longtemps que cette menace. Je pense que l'islam est devenu un refuge identitaire pour une partie de la population qui ne trouvait plus sa place dans la société, et que là-dessus, le salafisme et des agitateurs d'idées s'en sont emparés et ont trouvé un terreau favorable. Il y a une communauté asiatique qui s'est intégrée sans poser de problème. Elle fait plutôt du gros trafic d'ailleurs que du petit trafic, mais elle le fait sans le tuer personne. La communauté turque s'est intégrée plus facilement parce qu'il y a une tradition entrepreneuriale qui n'existe pas dans la communauté maghrébine. On a moins de djihadistes turcs qui partent en Syrie que de djihadistes qui sont... Non mais si on ne fait pas cette analyse-là... du conflit moyen-oriental. Non mais et justement, si on ne fait pas cette analyse-là, on passe à côté de la question. Oui, je ne pense pas que l'Arabie Saoudite soit seule en cause dans le développement du salafisme ou d'un islam radical. C'est quelque chose qui a d'autres origines, avec effectivement un développement d'une idéologie islamiste après la révolution iranienne, qui a joué un rôle de catalyseur et qui a conduit effectivement à la mise en place de mouvements islamistes un petit peu partout, qui dès les années 80 ont nettement déclaré la guerre à l'Occident. Et ce qui se passe en France n'est pas unique. Je pense que la France est sans doute parmi les pays les plus visés, mais d'autres pays européens sont visés. Il y a des contingents de djihadistes partout qui partent de différents pays. Même des pays aussi pacifiques que le Danemark. Mais vous êtes d'accord sur ce qu'a dit Pierre Konsas? Je reviens au problème politique. Pourquoi s'engagent-ils? Pourquoi vont-ils en Syrie, terre de djihad aujourd'hui? On dit beaucoup, alors certains parlent de déséquilibre, de recherche identitaire, de recherche de je ne sais quoi. Est-ce qu'il ne faut pas aborder le problème à l'envers et penser que c'est un véritable message, un message politique et une action voulue et déterminée? Ah oui, il y a un message politique clair, car Daesh, comme les autres groupes terroristes, exploitent, je dirais, tous ces éléments de victimisation qu'ils estiment se développer dans les pays occidentaux en général et en France en particulier, qu'il s'agisse du voile, qu'il s'agisse des actes islamophobes, etc.
Alors il y a un autre élément dont on va parler parce que il arrive, vous l'avez dit tout à l'heure Pierre Aski, à un moment qui est particulier et c'est vrai que quelque part ça apporte de l'eau au moulin du gouvernement, c'est le projet de loi sur le renseignement, beaucoup débattu, beaucoup critiqué et contesté. C'est encore une fois là, on le constate, Christophe Roget, un individu fiché, repéré, une fois interpellé et puis relâché faute d'éléments. Et la question, c'est pas là la question de la faille, c'est la question juste de la surveillance. Pourquoi un tel individu? Alors je crois que pour surveiller un individu, il faut 10 ou 15 personnes. C'est toujours le même problème qui revient. C'est le même problème pour une surveillance physique, complète 24 heures sur 24. C'est difficilement possible, parce que d'abord, ces personnes-là se rendent compte très vite qu'elles sont surveillées physiquement. Donc il faut utiliser tous les moyens technologiques, tous les moyens techniques qui nous permettent de combiner la surveillance physique avec la surveillance vidéo, la surveillance informatique. C'est compliqué le renseignement, c'est toute une finesse qui est nécessaire et là nous avons besoin, et la loi sur le renseignement permettait justement cette adaptation. Pourquoi? La dernière loi qui permettait de faire des écoutes téléphoniques, elle est de 91. C'est-à-dire que nous étions à la préhistoire d'Internet. Nous n'avions ni Internet ni les réseaux sociaux. Or, depuis longtemps, ces réseaux terroristes, comme le grand banditisme, utilisent des moyens de communication que la police ne pouvait pas surveiller. Donc cette loi, elle va mettre juste en adéquation la technologie avec les possibilités pour les policiers. Et de plus, elle met en place un contrôle qui n'existait pas. Il y avait des opérations illégales qui étaient faites, qui sont légalisées, ce que nous demandions depuis longtemps, à savoir que le Parlement puisse contrôler ces opérations. Parce que nous, toute la difficulté, si vous voulez, c'est que nous puissions travailler rapidement. Lorsqu'on veut poser une balise sur une voiture, par exemple, si le fonctionnaire de police doit faire 5 rapports et attendre une réponse de son service central au bout de 48 heures, ça ne sert à rien. Et nous, dans tout ce débat, ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'on ne se rend pas compte de la réalité. Les policiers de terrain qui sont dans ces services de renseignement, ils croulent sous la paperasse et sur la complexité de la procédure judiciaire. C'est-à-dire que les débats que nous avons eus ces derniers jours et que nous avons encore sur ce projet de loi de renseignement où on dit « Oh là, attention, attention, il faut quand même que ce processus soit surveillé », vous vous dites non, au contraire, bien sûr qu'il faut le surveiller, mais il faut le compresser pour que nous, on aille vite et qu'on ne nous reproche pas ensuite les failles. Bien sûr, les éventuelles il faut failles. un contrôle, nous sommes des policiers républicains, nous demandons depuis longtemps ce contrôle. Et je vous rappelle qu'il y avait un no man's land quand même sur ce terrain-là, c'est-à-dire que la droite et la gauche, pendant longtemps, n'ont pas légiféré pour que les services de renseignement, qui pourraient faire des opérations spéciales, on légalise ces opérations. Donc il faut évidemment donner les moyens de poser une balise, par exemple, et donc nous demandions cela. Mais il faut que les contrôles soient faits a posteriori. Parce que si la chaîne, pour mettre en place ces processus de surveillance, récupérer des données, est trop longue, trop fastidieuse, alors vous pourrez mettre tous les moyens technologiques que vous voulez, vous n'aurez le personnel qui ne suivra pas. Parce que derrière, il faut des hommes pour contrôler, faire une écoute téléphonique, et c'est très chronophage. Pierre connaît ça, oui. En voilà un dilemme. On dit à chaque fois, c'est la question qu'on pose, est-ce qu'il y a des failles? On le reproche aux policiers, au ministre de l'Intérieur, et en même temps on se dit attention à nos libertés, il ne faut pas contrôler après, mais avant, et ça rallonge la chaîne. Ce qu'a dit monsieur sur la période de 91 jusqu'à aujourd'hui est assez remarquable de la vie politique française. Quand c'était la droite qui voulait faire une loi de réglementation, la gauche l'accusait d'être liberticide, et là on joue à front renversé. Donc si vous voulez, si les hommes politiques voulaient bien un peu quand même s'intéresser aux questions de renseignement, autrement que quand il y a un attentat pour expliquer que nos services ont fait faillite, ce serait déjà assez simple. Après le 11 septembre, j'entendais des gens extraordinaires tenir des discours sur le renseignement comme s'ils y avaient passé leur vie. C'était des politiciens. Moi, je veux faire remarquer une chose. Si on avait eu la loi qui est en discussion aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait eu le système d'écoute, vous savez, sur lequel tout le monde tombe en disant, vous regardez, ils vont entendre tout ça dans un rayon de 500 mètres. On l'avait mis à proximité d'une des maisons des Kouachi ou des Koulibaly, on aurait su que l'essentiel de leurs instructions opérationnelles passait par les femmes. C'est-à-dire sur des numéros pour lesquels il aurait fallu demander une autorisation d'extension, parce que dans ce cas-là, il fallait retirer une écoute. Donc on est dans un système qui est complètement surréaliste, c'est cauchemar la réglementation telle qu'elle existait. Et tout à coup, on découvre qu'il faut adapter la réglementation à la réalité. Mais si après on s'amuse, on fera à nouveau le procès des services de renseignement. Alors quand vous dites évidemment, si on avait écouté, on aurait écouté les compagnes des frères Kouachi, forcément, là on vous dit tous, il faut y aller. Mais Pierre Aski, il y a aussi quelque part parfois des inquiétudes qui peuvent être légitimes. Le problème, c'est que ce débat a lieu à chaud. Donc il y a l'émotion de janvier qui reste très présente, à laquelle s'ajoute celle d'aujourd'hui et de cet attentat raté, ce qui fait que le débat ne peut pas être rationnel. Et en plus, c'est un débat qui est quand même très technique. Et on voit bien à l'Assemblée qu'il y a quand même peu d'élus qui maîtrisent à la fois le côté renseignement et le côté
technologique, puisqu'il y a beaucoup de technologie dans cette affaire. Donc c'est très difficile de suivre. Mais malgré tout, la faiblesse, elle n'est pas dans le fait d'accélérer l'efficacité des services de police, etc. Elle est dans les garde-fous. Ce que conteste une partie de la société civile et des gens qui ne sont pas des gens irresponsables. Je pense au juge antiterroriste Trévidic, par exemple, qui a pris la parole contre certains aspects du projet de loi. C'est la faiblesse des garde-fous. Pourquoi on a éliminé la CNIL du processus alors que sur les bases de données et les fichiers, elle est quand même l'organisme le plus compétent? Pourquoi la justice n'a pas exactement le rôle qu'on aurait pu imaginer qu'elle puisse avoir? Il y a tout un tas de questions qui sont posées dans la mise en place de ces mécanismes. Parce que, quand même, ce que vous disiez tout à l'heure, le président de la République, dimanche, dans son émission de télévision, a quand même reconnu qu'il y avait des pratiques hors loi, je ne dis pas hors la loi, mais hors loi depuis des années, qui avaient été démenties la semaine précédente par Bernard Cazeneuve à l'Assemblée nationale dans des termes absolument solennels en disant « mais nous n'avons pas couvert des pratiques illégales ». Le président, dimanche, dit « c'est vrai ». Et donc, on est dans... le vrai problème, c'est que la Ve République est quand même pleine d'abus, de dérapages qui concernent la gestion de ces lois de surveillance ou des services de police, et que les garde-fous, c'est la garantie que la République se donne que les services de police restent dans le cadre de la loi. Après, qu'ils soient efficaces, oui. Je crois qu'ils le demandent, les services de police, ces garde-fous d'ailleurs. Ils le demandent. Est-ce qu'on peut comparer, peut-être si quelqu'un connaît le système britannique, parce que, dit-on, les policiers sont quasiment accompagnés par un juge pour ce genre de procédure. C'est le cas, Christophe Roger? Est-ce qu'il y a des systèmes dont on peut s'inspirer aujourd'hui? C'est difficile parce que les systèmes judiciaires et du renseignement sont très différents suivant les pays, avec des optiques tout à fait différentes. Donc les comparaisons sont très difficiles dans ce domaine. Les cultures juridiques sont très différentes aussi. Non, ce qui est nécessaire, vous l'avez dit, c'est des garde-fous. Et nous, vous savez, les dérapages, ils ont été faits essentiellement par les politiques concernant le renseignement. Nous, ce qu'on veut, c'est le policier de terrain, qu'est-ce qu'il veut? Il veut lutter contre les terroristes et avoir des armes pour lutter avec efficacité contre eux. Après qu'il y ait des garde-fous, c'est bien entendu nécessaire pour tout le monde. Et pour les policiers en premier, qui ne se mettent pas dans l'illégalité. Donc voilà, ce que nous demandons, c'est ça. C'est mettre en place des systèmes qui permettent aux policiers de travailler dans la légalité, mais avec efficacité. C'est tout simple. Denis Bochart, tout à l'heure, Christophe Roger a employé le mot d'adaptation de notre système de renseignement. D'ailleurs, c'est un maquis de renseignement un peu plus clair ces derniers temps. C'est ça le mot, c'est changer de paradigme, c'est une vraie adaptation. On a souvent parlé de ces menaces nouvelles, elles sont réelles, tout évolue, il faut que nous-mêmes, on s'adapte. La menace terroriste n'est pas nouvelle en France, elle a existé notamment au moment de la guerre d'Algérie, et plus tard également. Mais c'est effectivement une menace d'un type nouveau qui actuellement se développe et une menace d'une intensité nouvelle, me semble-t-il. Et donc, je crois que, outre des aspects technologiques que vous avez soulignés, il y a effectivement un besoin d'adaptation pour ce type même de menace, avec effectivement maintenant de plus en plus, non pas les fameux loups solitaires, mais certainement des personnes qui reçoivent des instructions de l'extérieur, avec une chaîne, je dirais, une sorte de chaîne de commandement. Et ça, c'est un élément qui me paraît effectivement spécialement préoccupant. Je vais poser une question naïve. Est-ce que ce commanditaire, ce donneur d'ordre de l'extérieur peut identifier, j'allais dire, des individus, téléphoner, se dire, voilà, celui-ci est capable d'agir, donc à ce moment précis, à ce mois précis, ce jour précis, je l'appelle, je lui donne l'ordre et il agit, ça se passe. Il n'y a pas plus de structure, de structuration de cet acte? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Plus compliqué que ça, notamment en ce qui concerne les frères Kouachi. Il y avait certainement des liens avec Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il y a eu des allers-retours. Mais je ne pense pas qu'ils aient eu à un moment donné l'ordre d'eux. Mais effectivement, il y avait eu une sentence explicite d'Al-Qaïda contre Charlie Hebdo. Autre sujet que je voudrais aborder, il nous reste plusieurs minutes, quelques minutes, Pierre Aski. Est-ce qu'il y a eu un changement également de notre perception, de nos sociétés, des limites que nous-mêmes on se fixe justement par rapport à ce projet de loi sur le renseignement? On est capable de se dire finalement, c'est ça notre priorité, c'est d'être en sécurité aujourd'hui. Est-ce qu'on l'observe, ce glissement? Peut-être cette évolution, ça peut être positif. Évidemment, il y avait eu un sondage quelques jours après Charlie Hebdo, alors ça a peut-être changé depuis, mais c'était le Monde qui avait publié ça, qui disait qu'il y avait une majorité de Français qui étaient prêts à sacrifier
une partie de leur liberté pour avoir plus de sécurité. On avait senti exactement la même chose aux États-Unis après le 11 septembre, ce qui est tout à fait humain, compréhensible et sous le coup de l'émotion. Le seul problème, c'est le risque de penser que parce qu'on va mettre des algorithmes dans des boîtes noires chez les fournisseurs d'accès Internet, on va vivre avec une plus grande sécurité. Je pense que la question doit être aussi politique. Pierre Conessa disait quelque chose de très juste tout à l'heure. Il disait pourquoi il y a 10 ans ou 15 ans, les jeunes pensaient que la rupture avec notre monde, c'était Action Directe, c'était de ce côté-là. Il y a 30 ans, Régis Debray partait rejoindre Che Guevara. Et aujourd'hui, on va rejoindre des gens qui nous semblent la barbarie absolue, mais qui exercent une fascination sur une partie de notre jeunesse. Une petite partie, heureusement, mais quand même suffisamment pour être un vrai danger pour cette société. Et donc, il y a une question politique qui ne sera pas résolue à coup d'algorithme, qui sera résolue en termes politiques. Pierre Conessa. Moi, je voudrais faire remarquer quelques épisodes connus. Vous savez, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont dissous l'OSS, qui était l'organisme de renseignement qu'ils avaient constitué pour la guerre. Bon, ils ont vite reconstitué la CIA, je vous rassure. Après, en 91, quand l'URSS a disparu, en Hollande, il y a eu un débat sur le thème « Faut-il garder les services de renseignement ?» Après tout, maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis. Il ne faut pas tomber dans l'angélisme quand même. Et à chaque fois, il y avait un débat sur les caractères liberticides des services de renseignement. C'est une nécessité, et c'est une nécessité qui devient d'autant plus forte que l'essentiel des menaces, ce n'est pas seulement le terrorisme, c'est aussi le trafic d'êtres humains, qui tue beaucoup plus de monde aujourd'hui, malheureusement, que ce qu'on a eu dans les rues de Paris. Et le trafic d'êtres humains, c'est un trafic international. Le crime organisé, c'est un trafic international. Donc tout ce qu'on a construit, si vous voulez, juridiquement, en disant ce qui se passe sur le territoire, c'est la police, c'est le juge, etc. Et ce qui se passe à l'extérieur, ben là, on peut se comporter comme des voyous, c'est pas pareil, c'est le monde international. C'est fini. La DST, dans les années 70, pour lutter déjà contre le terrorisme, avait été autorisée à avoir des postes à l'étranger. Donc on est sur un système où il ne faut pas repenser en se disant si ça concerne des citoyens français, c'est pas pareil. On est sur un système auquel il faut que les technologies et les lois s'adaptent. Bien sûr que les algorithmes ne vont pas permettre d'identifier. Le problème du renseignement n'est pas d'avoir du renseignement aujourd'hui, c'est de pouvoir l'exploiter et l'exploiter intelligemment. Ça veut dire pouvoir le cribler, pouvoir le trier, pouvoir l'exploiter, avoir des analystes qui mettent... Moi, il y a un truc qui m'a frappé. Quand j'ai voulu faire cette étude sur la contre-radicalisation, je me suis dit, puisque c'est un problème qui touche la justice, qui touche le ministère de la Défense, qui touche le ministère de l'Intérieur, qui touche le ministère des Affaires étrangères, je sais que je n'aurai aucun interlocuteur public. Parce que chacun va dire, attendez, ça c'est l'autre, ça c'est l'autre, ça c'est l'autre, ça c'est l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Notre système, il est comme ça aujourd'hui. Vous le savez très bien. Dès qu'on va parler de la Syrie, ce sera les affaires étrangères, mais si c'est un type qui part d'ici en Syrie, il va concerner 4 administrations. Christophe Rougeot, il nous reste une minute, on va ensuite voir et commenter la une du Figaro. Je parlais avec Pierre Rasquier de ce changement d'évolution de la société. Il y a aussi l'évolution du regard sur le travail de la police, des militaires, probablement aussi du renseignement. Vous le sentez également, je veux dire, dans votre quotidien ? Oui, nous le sentons, mais la première des libertés, c'est celle de ne pas mourir comme cette jeune femme tuée par un terroriste. Ça, c'est la première des libertés. Beaucoup de tweets, pardonnez-moi, qui la concernent. Donc Aurélie aura permis, nous dit-on, de blesser cet individu. Elle s'est sacrifiée et a probablement sauvé de nombreuses vies. Il faudra voir les éléments de l'enquête. Mais nous, ce que nous demandons, on n'a jamais demandé de Patriot Act ou d'algorithme. On demande juste des moyens pour travailler avec efficacité. Mais les moyens, ils sont surtout humains. Vous avez Jean-Pierre Sueur qui a fait un rapport excellent au Sénat qui dit qu'est-ce qu'il faut pour le renseignement ? Il faut de l'humain parce qu'on a besoin de policiers de terrain qui puissent faire remonter les informations. Et on a besoin aussi d'améliorer la coordination parce que les différentes réformes qui se sont succédées dans ce pays ont tué le renseignement. En 2008, nous avions été les premiers à dire non, ce n'est pas bon. On avait cassé les RG et la DST. On a perdu des informations. Et à titre d'exemple, on a des gens qui travaillaient il y a quelques mois encore au renseignement territorial, qui ont des éléments du renseignement. Donc de l'humain, de la coordination. Et on leur disait, ne faites pas de la lutte contre l'islam. Aujourd'hui, on leur dit, allez-y. Pour ce projet de loi sur le renseignement, on va terminer en regardant quand même la une du Figaro, qui insiste, vous allez le voir, voilà, sur les chrétiens de France, nouvelle cible des islamistes avec une église sur cette photo. Voilà, à découvrir demain dans votre quotidien. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci, messieurs, d'avoir participé à notre débat. Merci à vous et à demain avec plaisir.